Bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur une source un peu particulière. Oui, tout à fait. Un court extrait d'un roman de Jean Echenot, Courir, qui a été publié en 2008. Le passage s'appelle L'homme pressé et, à première vue, ça raconte une histoire d'amour, une rencontre entre deux athlètes, Émile et Dana. Mais, je préviens tout de suite, c'est peut-être l'histoire d'amour la plus étrange et la moins romantique que j'ai lue depuis un bon moment. C'est une excellente façon de le présenter. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer ça, de comprendre comment une romance, en fait, peut finir par ressembler à une course de fond, une sorte d'équation à optimiser. On va chercher les indices. Oui, et c'est un cas d'école parfait. On voit très bien comment notre univers principal, que ce soit le sport, le travail, peu importe, comment cet univers peut déborder et en fait coloniser tout le reste de notre vie. Le personnage d'Émile est tellement dans son monde de records et de chrono que même ses sentiments, on a l'impression, passent par ce filtre-là. On va voir que chaque étape vraiment de sa relation naissante est une question de performance, de stratégie, D'efficacité. d'efficacité, voilà. C'est une plongée fascinante dans la tête d'un champion. D'accord. Alors, commençons par le tout début. La rencontre. Tout commence lors d'une compétition à Zlín, en Tchécoslovaquie. Émile, notre coureur, aperçoit, je cite, « une fille qui lui plaît ». Et là, tout de suite, premier indice. La description. Écoutez bien. Très jolie, grande et mince, cheveux châtain court, regard gris clair, beau sourire énergique et doux. On dirait qu'il remplit une fiche. C'est presque un casting. Il n'y a pas l'ombre d'une émotion. C'est juste une liste de faits. Qu'est-ce que ça nous dit sur lui, ça, d'entrée de jeu? Ça nous dit que son cerveau est déjà en mode analyse. Ce n'est pas le regard d'un amoureux. Non. C'est le regard d'un technicien. Il scanne, il collecte des données. Objective. Chaque adjectif est informatif, presque clinique. On sent quelqu'un pour qui l'efficacité est primordiale. L'émotionnel, le superflu, c'est une perte de temps à ce stade. Il va droit au but. C'est déjà ça, l'homme pressé du titre. Et cette collecte d'infos, elle continue. Il s'arrête pas à l'apparence. Il se renseigne, il apprend son nom, Dana, et surtout, un détail qui va tout changer. Son père est colonel et lanceur de javelot. Là, on pourrait se dire « quel heureux hasard !» Mais j'ai l'impression que pour Émile, c'est bien plus. C'est une information stratégique, non? Ah, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est la clé. Pour lui, le père, c'est pas juste un futur beau-père. C'est un père. C'est un père, exactement. C'est quelqu'un de son monde, le monde de la performance. Il parle le même langage. Ce n'est plus un obstacle, c'est une porte d'entrée. Il vient de trouver son angle d'attaque. Et il perd pas une seconde. Le texte dit qu'il pense « voilà l'occasion idéale ». Et là, son plan se met en marche, et franchement, c'est un plan assez spécial. Il va pas aborder Dana directement, ce serait trop simple. Non, non. D'abord, il retourne sur la piste et il améliore son propre record. Acte 1. Ensuite, il achète un bouquet de fleurs et il va féliciter le père. Il félicite le père pour la performance de sa fille. C'est à la fois tordu et... Et absolument génial dans sa logique. c'est ça. C'est une manœuvre de maître. Il fusionne complètement la séduction et la compétition. Son propre record, ça devient sa carte de visite. Il se présente pas comme un homme charmant, il se présente comme un homme performant. Exactement. Et en allant voir le père, il fait d'une pierre deux coups. Il respecte la hiérarchie du milieu et il utilise le seul langage qu'ils comprennent tous, l'excellence sportive. La piste d'athlétisme devient le théâtre de leur rencontre. C'est tout à fait ça. Il dit pas « regardez comme je suis séduisant », il dit « regardez mon palmarès ». Et cette logique, elle va définir toute la suite. Une fois le contact établi, leur relation s'installe. Mais attention, on est loin des dîners aux chandelles. Leur routine, c'est un échange de félicitations. C'est basé sur la performance. Je cite « on cause, et quelques jours plus tard, quand il doit battre encore un de ses propres records, c'est au tour de Dana de venir lui faire son compliment. On cause encore, et en causant. C'est un cycle sans fin. Ça a l'air absolument épuisant comme relation, non? C'est épuisant. Et ce qui est formidable, c'est la façon dont Echenoz écrit la phrase. Ça imite le cycle, la répétition de on cause, le rythme. On a l'impression de tourner en rond avec eux. De record en record, on est pris dans cette boucle. C'est vrai. Ce n'est plus une relation qui se développe organiquement, c'est un algorithme. Si record, alors félicitations, alors on cause. Et on recommence. Leur interaction est devenue complètement transactionnelle. L'affectif dépend du résultat. Mais est-ce que c'est viable, un truc pareil?
J'ai du mal à imaginer comment on construit quelque chose là-dessus. On a l'impression qu'il n'y a pas de fondation, juste une collection de médailles et de chronos. De quoi il parle quand il cause? On n'en sait rien. Et c'est toute la question. Le texte ne nous le dit pas et c'est volontaire. Ce silence est assourdissant. On suppose qu'il parle de sport, de technique, de performance. La relation semble vide de toute vulnérabilité. Oui, de substance personnelle. C'est ça. C'est une relation entre deux avatars de la performance. Chaque rencontre doit être productive. La question qui plane, c'est s'ils arrêtent de battre des records, est-ce que la relation s'arrête? C'est un peu angoissant. Et alors qu'on se dit que cette histoire est condamnée à n'être qu'une mécanique, il se passe le truc typique des comédies romantiques, le signe du destin. Ils découvrent qu'ils sont nés le même jour, le 19 septembre. Et là, on se dit, ah, enfin, un peu de magie, ça va peut-être les sauver. C'est le moment où tout pourrait basculer. On attend une étincelle. Mais, c'est du échenose. Et avec échenose, il y a toujours un « mais ». Un petit détail qui vient tout faire dérailler. Le texte précise qu'ils sont nés le même jour, oui, mais, je cite, « à ceci près qu'elle a 6 heures de plus que lui ». 6 heures. Mais qui précise ça, c'est absurde et en même temps tellement révélateur. C'est le détail qui tue. C'est le cœur du personnage exposé là, en une demi-phrase. Pour Émile, même le destin, même la coïncidence, la plus romantique, ça doit se mesurer, ça doit se chiffrer. C'est ça. Une coïncidence vague, poétique, ça l'intéresse pas. Une coïncidence précise avec un écart mesurable de 6 heures, là, ça devient un phénomène digne d'intérêt. Ce n'est plus de la magie, c'est une anomalie statistique. Et ça, un homme de chiffres, ça le fascine. C'est exactement ça. Le texte dit « on s'émerveille de ce phénomène ». Le mot est parfait. Ils ne s'émerveillent pas de leur connexion cosmique, non. Ils s'émerveillent du phénomène, comme deux scientifiques. En fait, il est plus impressionné par le chiffre 6 que par l'idée d'avoir trouvé son âme sœur. C'est terrible et brillant à la fois. Et ça montre à quel point sa déformation professionnelle est profonde. Il ne peut plus voir le monde autrement. Tout est une donnée. L'amour, la naissance, tout doit pouvoir être mesuré, comparé. Cet écart de 6 heures, pour lui, c'est presque un record en soi. Ce qui nous amène logiquement au bouquet final. Après ce cycle de records, Émile a une sorte d'illumination. Il se rend compte que leur petit manège est une impasse. Il dit à Dana un truc assez lucide, au fond. « Écoute, lui dit-il, au bout d'un moment, on ne va pas s'en sortir si on vient se féliciter chaque fois qu'on bat un record. » Il a compris que le système avait une faille. Oui, il identifie le bug dans la matrice. Il voit que leur programme relationnel tourne en boucle. C'est très intelligent de sa part. Mais là où ça devient fascinant, c'est la solution qu'il va proposer. Il va pas suggérer de briser le cadre. Il va pas dire « Hey, si on allait au musée ?» Non. Sa solution, ça va être d'optimiser le cadre existant pour le rendre plus performant. Et cette solution, c'est tout simplement la demande en mariage la plus pragmatique de l'histoire. C'est tellement bon que je dois la citer en entier. Il lui dit « On n'en finira pas. Parce que des records, tu vois, j'ai comme le sentiment qu'on va en battre plein. » Et il enchaîne « Le meilleur moyen de se féliciter sans faire chaque fois le déplacement, ce serait peut-être de vivre ensemble, non? Tu n'en penses quoi ?» C'est incroyable. Il lui propose de vivre avec elle pour des raisons logistiques, pour économiser sur les déplacements. C'est la proposition d'un chef de projet, pas d'un amant. Le raisonnement est implacable, d'une logique froide. Prémisse 1, on va continuer à être performant. Prémisse 2, chaque performance demande une félicitation qui implique un déplacement. Logique. Prémisse 3, les déplacements sont une perte de temps. Conclusion, pour optimiser le processus, il faut éliminer les déplacements. Donc la solution la plus efficace, c'est la cohabitation. Il dit pas « je ne peux pas vivre sans toi », il dit « ce serait plus rentable pour nos emplois du temps ». C'est la fusion-acquisition de deux startups de la performance. On regroupe pour maximiser la productivité. Et le titre, L'homme pressé, prend ici tout son sens. Sa hâte, elle est existentielle. Il veut optimiser chaque seconde de sa vie, y compris sa vie amoureuse. L'amour devient la solution d'efficacité ultime. Absolument. Vivre ensemble n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Un moyen de continuer à battre des records, mais en minimisant les coûts. C'est la conclusion parfaite de sa vision du monde. Donc, si on met tout ça bout à bout, on a une histoire d'amour où la description est une fiche technique. C'est ça. Les rendez-vous sont des débriefings de protection, une coïncidence cosmique est une donnée statistique, et la demande en mariage est un plan pour réduire les frais de déplacement. C'est assez fou de voir à quel point l'univers du sport a tout contaminé. C'est ça. Toute la magie de l'écriture des Schnoz.
Il n'a pas besoin de longues analyses psychologiques. Il nous donne des faits, des détails ultra précis, presque froids. Et ce sont ces détails qui révèlent toute la psychologie du personnage. Le langage de la piste, du chrono, est devenu le seul langage qu'Émile connaît. Même pour dire je t'aime. Pour le meilleur et sans doute pour le pire. Et la touche de génie, c'est que le texte se termine sur sa question en suspens. Tu n'en penses quoi? On n'a jamais la réponse de Dana. Le lecteur est laissé seul avec cette proposition complètement folle. Et cette question ouverte, en fait, c'est une invitation à réfléchir. Bien sûr, on se demande ce que Dana va répondre. Est-ce qu'elle va accepter cette logique goerienne? Mais au-delà de ça, la vraie question que le texte nous renvoie, elle est sur nous-mêmes. À quel point nos propres univers, notre travail, nos passions façonnent non seulement nos actions, mais la manière même dont on pense l'amour. Quel est le langage de notre profession qui s'infiltre, sans qu'on s'en rende compte, dans le langage de notre cœur? C'est peut-être ça la véritable course de fond.